Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis Cédric Rostin, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast pour parler ensemble de parentalité, d'éducation, de promotion des droits de l'enfant tout en s'affranchissant du modèle patriarcal. Nous visons une société plus juste, pour toutes et tous, au travers du partage de spécialistes et aussi des vécus de nombreux parents qui cheminent. Je vous invite à nous écouter, à essayer de construire des ponts au lieu de dresser des murs, car ce n'est pas parce que nous voulons aller au même endroit que nous devons forcément prendre le même chemin, pour nous et surtout pour nos enfants. Et si nous osions regarder autrement nos parcours de vie, même quand ils s'écrivent loin des modèles attendus? Et si nous acceptions, surtout en parentalité, que le chemin idéal n'existe pas, mais que le vrai courage réside dans l'authenticité de nos choix, dans la capacité à transformer les épreuves en moteur de résilience? Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Marion Dubé, autrice, maman d'un petit garçon et surtout femme très sensible, qui fait de cette particularité une extraordinaire force créative. Avec Marion, nous avons plongé au cœur des émotions brutes et des réalités parfois taboues de la maternité, le deuil, la solitude, la reconstruction après la tempête, le dépassement des injonctions familiales et sociétales. Elle nous partage son histoire avec une sincérité rare. La perte soudaine de sa mère, la traversée d'un postpartum difficile jusqu'à l'hospitalisation, les défis du couple, la séparation qui, loin d'être un échec, devient un terreau fertile pour la parentalité partagée et le retour à l'amour autrement. Qu'est-ce que cela veut dire vraiment réussir sa vie de famille? Peut-on choisir d'aimer sans forcément vivre sous le même toit? Comment l'écriture peut-elle nous aider à penser nos blessures et à libérer nos émotions? Marion raconte avec humour et émotion ses chemins de traverse, ses journaux depuis l'enfance, ce déclic à l'autre bout du monde, l'écriture comme une bouée de sauvetage, les remises en question profondes sur la place des femmes dans la parentalité et sur la charge mentale qui persiste. Nous évoquons ensemble la pression des rôles genrés, le poids ou le vide de l'entourage et la créativité comme une arme de reconstruction. Cet épisode est un concentré d'authenticité, d'espoir et de vulnérabilité assumée. Que tu traverses un moment difficile ou que tu cherches à repenser ton équilibre de vie, seul ou en couple ou en famille, Marion offre dans cet échange des pistes précieuses, pour chacun et chacune. Reste avec nous, au bout de l'écoute, ce sont des perspectives inédites, des outils concrets qui, je l'espère, vont donner l'envie de rebâtir un quotidien qui vous ressemble et qui moi-même ont pu me surprendre. N'hésite pas à t'abonner au podcast, à laisser une note avec un max d'étoiles et commenter partout où c'est possible, comme sur Apple Podcast et Spotify. Là-bas, je peux même répondre. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Tu peux aussi réagir en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis ton téléphone. Le lien est en description. Et si tu souhaites soutenir financièrement le podcast, pour l'aider à se développer, tu peux t'abonner à Papatriarcat Plus pour écouter les épisodes sans pub en avance et avoir accès à plus de 80 bonus. Le lien est en description. On y va tout de suite avec ma première question. Marion, ton parcours personnel semble être au cœur de tes écrits quand même. Est-ce que tu peux nous partager un moment clé de ta vie qui a influencé vraiment ta décision de te mettre à écrire? Je te souhaite une bonne écoute. Le premier moment clé, ça a été ce garçon. Donc c'est le titre de mon premier roman. Je lui ai dédié le premier roman. Donc je suis tombée amoureuse de lui le jour où je l'ai quitté. En fait, c'est une métaphore de la blessure d'abandon et du rejet. Je provoque ce que je redoute le plus pour avoir l'illusion, pour nourrir l'illusion de garder le contrôle de la situation. Et en fait, ce garçon que j'ai fini par quitter parce que lui n'en avait pas le courage, ou en tout cas n'en avait peut-être pas l'envie, tout simplement. J'ai compris avec le temps. Je torpillais notre relation et un matin, il me dit « Mais en fait, moi, je sais plus quoi faire pour te rendre heureuse. En fait, il y a rien que je puisse faire pour te rendre heureuse. » Et ça a été un petit peu un électrochoc de me dire « En fait, il a raison. Lui, c'est pas à lui de le faire, quoi. C'est à moi d'aller régler des choses. Donc, qu'est-ce qui va pas chez moi ?» Et ça a été la première question à laquelle j'ai essayé de répondre à l'écrit, justement, qu'est-ce qui va pas chez moi. Et avant ça, t'écrivais pas? Alors, j'ai écrit quand j'étais beaucoup plus jeune. Donc là, je te parle de ça, j'avais 21 ans quand j'ai commencé à écrire en conscience, d'écrire quelque chose qui avait du sens. Mais avant ça, peut-être comme toutes les jeunes filles, mais j'avais un journal intime. Donc, j'étais chez les bonnes sœurs, j'avais 11 ans. J'étais en conflit avec mes parents. Et tenir des journaux, parce que j'en ai au moins une quinzaine, ça a été un petit peu mon exutoire et aussi une façon de poser à plat ce que j'avais à l'intérieur de moi. Comment ça se passe, le processus, du coup, pour que tu te mettes à écrire après cette relation? Alors, je l'ai donc quitté, comme le dit si bien le titre. Pendant 2 ans, j'ai bien ramé pour le récupérer. Ça a marché, j'ai réussi à le récupérer. Et donc, je lui ai écrit cette lettre d'amour pour lui dire, écoute, tu avais raison, il y avait un problème et le problème, c'était moi. Mais voilà pourquoi il y avait ce problème. Donc, j'ai commencé à lui expliquer un petit peu mon enfance, le fait que j'étais placée en famille d'accueil, puis la mort de ma tante qui m'avait énormément marquée, puis la relation très conflictuelle avec mes parents. Puis en fait, cette lettre d'amour, elle est un peu déviée et on est parti sur 15 pages, quoi.
Donc j'y ai pris goût, ça me faisait du bien, ça faisait mal quand ça sortait, mais ça me faisait du bien après coup. Et ça a été effectivement, ça a été ça le point de départ du fait que je me suis mise à écrire, quoi. Et j'avais tout le temps, le long de la production, entre guillemets, cette petite voix en moi qui me disait si ça te fait du bien, ça peut faire du bien à d'autres. C'est vrai que ça, c'est plutôt une bonne idée. Et alors, pour l'auditoire qui nous écoute, tu l'as récupéré? Oui. Et puis je lui ai rebrisé le cœur parce qu'en fait c'est pas si c'est facile. C'est un autre livre. Voilà. Bah oui, d'ailleurs il y en a plusieurs. Hein. J'en ai écrit 7. En fait c'est pas si facile le chemin du développement personnel ou de l'évolution personnelle parce que on a des déclics, mais c'est pas pour autant qu'on arrivera à les mettre en application tout de suite. Ça peut prendre plusieurs années et il faut être indulgent. Comme je te disais, ce premier livre, je l'ai écrit, j'avais 21 ans. Enfin, j'ai fini de l'écrire, j'avais 21, 25. Je commence à l'écrire à 21, je l'ai fini à 25. Et je peux dire que je vais bien en tant qu'humain et que je suis à peu près équilibrée en tant que personne depuis, je dirais 3-4 années, quoi. Ok. Ça en fait du temps, ça. Ouais, c'est ça. Bah, juste après le burn-out parental. Donc tu l'as rebrisé le cœur. Ouais, plusieurs fois. Je pense qu'il me déteste. Je pense que je passerai ma vie à m'excuser auprès de lui, mais bon, un jour il acceptera mes excuses. Ou pas. Et puis tant pis. Ouais, voilà. Ça lui appartient. Ouais. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu réalises que l'écriture, ça peut être un outil de libération personnelle pour toi? Ah oui, vraiment. Ouais. Je parle beaucoup de l'écriture manuscrite qui fait du bien. Bon, j'ai mis du temps avant de passer à l'écriture manuscrite parce que 250 pages de livre à l'écrit, c'est un peu compliqué. Mais déjà, juste en tapant au clavier et en fait, quand j'écris, je suis vraiment en train d'écrire en me disant c'est pas destiné à être lu. Donc, si tu veux, il n'y a pas de filtre. Hein. Je me dis pas, tiens, qu'est-ce que vont penser les gens? Attends, si je raconte ça, je passerai mieux. Ils se diront, ouais, elle est géniale. Alors que là, ils vont se dire, putain, elle a ça dans sa tête, c'est chaud. Non, je me pose pas ces questions-là. Je libère. Et en sortant, peu importe l'impact, en fait, la première visée, ça va être de me faire du bien. Okay. De libérer ce qu'il y a au fond de moi. Donc, et après, à peu près tout de suite, ouais. Je me suis rendu compte que c'était bénéfique. Et du coup, pour le grand public, ensuite, que tu retravailles ou tu laisses plutôt tel quel? Très peu. Très peu? Okay. Très peu. Je vais retravailler quand j'ai utilisé 15 fois le même mot dans un chapitre ou dans un paragraphe. Harmoniser un peu la cohérence du récit, mais sinon, corriger les fautes d'orthographe, parce que je suis très nulle en orthographe. Il y a ça aussi sur le parcours. Mais sinon, la syntaxe un peu retouchée, mais quasiment rien. Ça doit être quelque chose de très intime quand même, du coup. Ça l'est. Ah ouais, ça l'est. Et j'assume. Dans tes livres, il y a beaucoup de sincérité, c'est parfois un peu brutal. Comment tu as trouvé le courage quand même de te dire, outre le fait de te dire peut-être que ça peut servir d'autres personnes, à un moment, il faut quand même oser publier, quoi. Comment tu trouves le courage de partager cette expérience aussi intime et difficile? Ça m'a pas vraiment demandé du courage. Okay. Ça a été un choix dès le départ d'être authentique et sincère. À l'époque où j'ai commencé à écrire, attention, flashback en arrière, c'était l'époque de Love Story. Ah oui, okay. J'ai regardé la série culte il y a pas longtemps. Oui, je crois qu'ils l'ont remis au goût du jour. Donc c'était quoi qui plaisait aux gens? On a ce voyeurisme en nous de, tiens, quand je regarde dans le trou à travers la serrure, qu'est-ce que je peux voir de l'autre côté alors que les gens ne savent pas que je suis en train de regarder. Donc j'ai vu qu'il y avait ça. 15 ans plus tard, on est carrément de l'autre côté du truc où les gens sont tout sauf à nu avec leurs défauts. C'est plutôt l'inverse, les filtres Instagram, les filtres des réseaux sociaux et tout ça. Donc ça a vraiment changé. Mais à l'époque, je me suis rendu compte que ce que les gens cherchaient, c'était la vérité et surtout ne plus se sentir seul dans toutes les merdes qui peuvent leur arriver dans leur vie. Et on va pas se mentir, des merdes, il en arrive à tout le monde. Et pour moi, c'était important de rester fidèle à ces merdes-là, sans enjoliver, et de dire, voilà, vous n'êtes pas seul à vivre ça. Parce qu'en fait, si vous n'êtes pas seul, du coup, moi non plus, donc c'est cool. On est plusieurs à galérer dans la vie, à avoir des hauts, des bas, des moments de gloire, des moments de honte, des hontes justement extrêmes, des moments où on se sent con, des moments où on est con, parce qu'on le sait quand on fait de la merde et quand on n'est pas une jolie version de nous-mêmes, quand on est un peu de l'autre côté, on le sait. Et vraiment de m'autoriser à être ça, je pense que d'une certaine façon, ça autorise aussi les autres à l'être. Ça, je l'ai analysé après. À la base, j'ai écrit surtout pour moi et comme je pouvais sans trop y réfléchir. Mais puisque je suis souvent interviewée et qu'on me pose cette question-là, j'ai dû réfléchir à la réponse. Et je pense que c'est celle qui est le plus fidèle à cette démarche que j'avais pas forcément réfléchie au préalable, quoi, conscientisée.
Dans tes écrits, tu abordes souvent les thèmes de la souffrance, de la colère, de la rédemption. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Comment est-ce que ça influence ton processus créatif, au-delà de briser des cœurs? Alors justement, c'est parfait pour pouvoir rebondir là-dessus. Donc tu m'avais demandé des moments importants de ma vie qui avaient été décisifs. Donc je t'ai parlé du premier, je vais te parler du deuxième. On est en 2016. Je suis de l'autre côté de la planète. Je fais une mission humanitaire que j'avais repoussée plusieurs fois et puis là, enfin, je peux la faire. Je me crée un créneau dans ma vie, un espace pour réaliser ce rêve que j'avais depuis toujours. Et en fait, à 2-3 jours de mon arrivée, j'apprends par WhatsApp une connexion bien claquée dans une auberge, dans une guest house, que ma maman vient de décéder. Quand ça m'est tombé dessus, je sais pas d'où m'est venue cette force, surtout que quand on vit un trauma comme ça, d'une violence, donc elle est morte d'un accident, donc on pouvait pas s'y préparer bien sûr. Je pense qu'on est vraiment à la croisée des chemins dans sa vie de se dire bon ok, j'ai ça qui me tombe sur le coin de la figure, je décide d'en faire quoi. Et moi depuis le début, je me suis dit je vais décider d'en faire une force, d'en faire un tremplin pour aller mieux, pour aller bien. Ce sera vraiment le moment de bascule dans ma vie pour me dire en fait la vie elle est super courte, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire quoi. Ça va, j'ai 30 ans, ça fait 30 ans que je me cherche, ça fait 30 ans que je suis en colère contre le monde entier. Là maintenant, en fait ma vie peut s'arrêter demain. Ma vie s'est arrêtée aujourd'hui avec le décès de ma mère, celle que je connaissais avant, je vais avoir une nouvelle vie à partir de là. Qu'est-ce que je décide d'en faire ? Et vraiment, le truc qui m'est resté en tête depuis, c'est si on t'annonce qu'il te reste 6 mois à vivre, 6 semaines, 6 jours, qu'est-ce que tu vires de ta vie et où tu vas à l'essentiel ? Il est où ton essentiel ? Et comment ça influence tout ça, ton processus créatif ? Je pense que, puisque ça a changé un petit peu ma vision du monde, je pense que forcément, la façon dont je crée est différente. Je crée avec cette idée de réparation intérieure. De me dire, quand elle est décédée, ça c'est le déclic intérieur, bien sûr. Hein. Encore une fois, on avance et puis on fait 4 pas en arrière, 2 en avant, 5 en arrière. C'est pas linéaire, en fait, si tu veux. Tu vas pas que dans un sens. Il y a des moments aussi où tu rétrogrades, en fait, où tu régresses parce que c'est pas si simple la vie. Et d'ailleurs, tant mieux parce que comme ça, on s'y ennuie pas. Mais en fait, j'étais avec un groupe de paroles de gens qui traversaient le deuil. Et il y avait une dame qui disait qu'elle était super en colère, qu'elle était fâchée avec ses amis, que son fils, il en avait marre, qu'il voulait plus la voir. Parce qu'en fait, il en avait marre qu'elle avance pas dans son deuil. Et elle disait, voilà, ils pensent qu'à eux, et moi, qu'est-ce que je vis ? En plus, mon mari, lui, il est là, il est bien, hein, il est au paradis, et puis moi, je vis un enfer depuis 10 ans. Et je me disais, punaise, 10 ans quand même, c'est long à rester sur cette idée, quoi, merde. Et forcément, moi, tous les humains que je rencontre, je rentre en résonance avec ce qu'ils me disent, leur histoire, et je me dis, bon, tiens, moi, comment je fais par rapport à ça ? Comment moi, je gère la situation ? En quoi je pourrais m'inspirer de ce qu'ils me racontent ? Et là, je me suis dit, mais moi, j'ai pas envie de vivre ça, quoi. J'ai pas envie de m'imaginer que moi, je suis en enfer et que le décès de ma mère, ça va définir qui je suis aujourd'hui. Non, pas de cette façon-là, en tout cas. Et donc, j'ai voulu vraiment montrer que c'était possible de choisir un autre chemin, le chemin de la lumière, plutôt que de focaliser sur le fait qu'elle n'était plus là désormais, la chance que j'avais eue qu'elle soit là tout le temps qu'elle avait été là. Il y a des gens qui perdent leur maman bien plus tôt dans leur vie. Moi, j'ai quand même eu la chance de l'avoir 30 ans à mes côtés, même si ça a été une relation conflictuelle et tout ça. Bref, j'essaie de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et c'est en ça que j'essaie d'inspirer les gens dans mon processus créatif et de leur dire, tiens, regardez, il y a aussi ce chemin-là qui est possible. Donc, si je comprends bien la chronologie, tu deviens maman peu de temps après. Le décès de ma mère. Ouais. C'est ça. Et sans ta mère, du coup. Et sans ma mère. Comment ça arrive ? T'étais déjà en couple avec le papa ? Oui. Ouais. Alors, je connais le père de mon fils depuis que je suis née. Nos mères étaient amies enceintes. On était à l'école ensemble. Pour la petite histoire, bon, on s'est perdu de vue pendant 20 ans. Et pouf, on se retrouve, on fait un bébé. Ouais. Et on se retrouve, on se dit, ah tiens, en fait, on s'aime bien, c'est cool. On est amoureux. On savait pas, c'est rigolo. Donc, évidemment, il est à mes côtés quand je perds ma maman. Ça fait déjà 1 an et demi qu'on est ensemble. Lui, il voulait pas d'enfant, peut-être jamais, ou en tout cas pas du tout de suite. On est trop jeune, il n'a pas un travail assez stable, enfin tout un tas de pensées arrêtées et de croyances limitantes, hein, clairement, puisque c'était possible quand même, si on y réfléchit. Donc je perds ma maman, et là je sens en moi l'urgence de rééquilibrer les choses, quoi. Et j'ai réussi à le convaincre.
Je lui ai dit, de toute façon, dans l'état où est mon corps, j'avais perdu 5 kilos, j'étais l'ombre de moi-même, j'avais plus mes règles avec l'impact, j'étais même plus réglée. Donc je me suis dit, voilà, on se dit qu'on en fait un, mais ça va prendre des mois avant que mon corps soit prêt, quoi. Eh ben non. C'est clair, one shot. C'est toujours comme ça, en fait. Ah oui, j'y ai cru en plus quand je lui disais ça, j'essayais pas de lui faire à l'envers, hein. J'y croyais vraiment. Et en fait, effectivement, j'ai enlevé le stérilet et 10 jours après, j'étais enceinte, quoi. Donc c'est parfait parce que j'ai pu me reconstruire aussi pendant cette grossesse, puisque je faisais attention à mon corps pour mon bébé. Puis 9 mois, 9 mois, ça passe vite, mais c'est long. Puis ça nous a permis à tous les deux de se préparer. Donc c'était un peu une fuite en avant aussi par rapport à ce deuil de ma maman, puisque j'avais enfin autre chose à penser qu'à ça, quoi. Oui. Donc je l'ai un peu mis de côté. Et comment ça se passe, l'arrivée du bébé? Moi j'ai adoré ma grossesse, même s'il y a eu des choses qui étaient compliquées avec mes émotions, les hormones. Voilà, c'était compliqué par rapport à ça. Et après, l'accouchement, t'as l'illusion de croire que ça va se passer comme on te dit pendant les préparations d'accouchement. Voilà, plan B, en fait, c'est bien parce que c'est jamais comme ça que ça se passe. Donc le bébé arrive, c'est le jour le plus compliqué de ma vie, mais c'est le plus beau jour de ma vie. Et après, en fait, c'est un peu comme pendant la grossesse, finalement, c'est 2 salles, 2 ambiances, quoi. D'un côté, je vis le bonheur absolu et de l'autre côté, c'est la confrontation avec un monde hostile. Un monde qui juge, la belle famille qui est trop présente, étouffante, plein d'injonctions, ça va jamais ce que je fais, j'allaite, c'est pas bien, j'allaite pas, c'est pas bien, je me repose, je suis égoïste, je me repose pas, je suis inconsciente, la façon dont j'accompagne mon enfant, tout est remis en cause en permanence. Tout. Ce qui est très compliqué, c'est de se dire, je fais un choix en ayant confiance en moi alors que j'ai été diplômée alors que j'ai même pas reçu les cours, quoi, tu vois. Parce que ce n'est que de la théorie. Et tu dois écouter ton intuition qui te dit, là, c'est le bon endroit pour ton enfant, c'est ça que tu dois faire. Et alors qu'en fait, t'en as aucune idée et que t'es sûr en plus que tu fais une connerie. C'est très, très compliqué et c'est épuisant. Et puis après, la société, elle divise aussi vachement les parents, je trouve. Parce que le mec, dès qu'il fait un petit truc, il a une médaille. Du coup, il a l'impression que c'est un papa qui déchire. Parce qu'aujourd'hui, il a donné le bain à son fils. Mais par contre, toi, t'as pas le droit de te plaindre puisque c'est classique, la mère qui est au foyer et qui assume tout. L'allaitement la nuit toutes les 2 heures. S'occuper de nourrir le foyer, d'aller faire les courses, le linge, la lessive, le ménage, le truc, le machin, pendant que le mec, il est au travail. Et en fait, il rentre le soir et il est fatigué de sa journée de travail alors que toi, en fait, ça fait 3 mois que tu dors plus, quoi. Et c'est très compliqué de lui dire, écoute chérie, là tu t'égares en fait, c'est pas comme ça notre vision du couple et c'est bien d'être un père impliqué, mais tu mérites pas une médaille de la même manière que je mérite pas une médaille. En fait, on n'est pas en compétition, on est une équipe. Donc quand je suis fatiguée, tu me soutiens, tu me dis pas ouais mais c'est normal, c'est ton taf. Et en fait là, non, il n'a pas sorti ça, mais sa famille lui a dit devant moi, donc il est là. Et toi, t'avais de la chance, je suppose. T'avais quand même de la chance de l'avoir. Ouais, il était merveilleux. Les fois où il s'occupait de changer une couche, c'était génial, quoi. Ah, quand même, t'as de la chance. Jamais les gars, quoi. Sérieux. Donc du coup, ça venait mettre le bazar entre nous. Et c'est en ça que je te dis qu'on était vraiment sur 2 salles, 2 ambiances. Quand on était vraiment que tous les 3 coupés de tout, en fait, on était bien. Et c'était fluide, et c'était harmonieux, et c'était équilibré, c'était sain, c'était plein d'amour, plein de douceur, plein de soutien. Mais dès que la famille venait au milieu, c'était au secours, quoi. Et puis toi, en plus, du coup, t'as pas ta mère pour aider à... Alors, j'ai pas ma mère. Contrebalancer, quoi. Et j'ai un père qui est au fond du gouffre parce qu'il a perdu sa femme. Oui. Et qui est dépressif, déprimé, et qui voit tout en noir, et qui reste un homme C'est-à-dire d'une autre époque. C'est-à-dire que lui, il te disait aussi, en même temps, de quoi tu te plains. Ouais, c'est ça. Il a donné un bain le mois dernier. Voilà, non mais c'est ça. Donc j'étais, putain, papa, quoi. Enfin, t'es censé être dans mon camp, quoi. Oui, puis... il est pas censé avoir de camp, quoi. Enfin, tu vois. Oui, alors, il est pas censé avoir de camp, mais alors, il est censé surtout écouter, prendre soin de nos enfants. Ah ouais, non mais pas du tout. Moi, j'ai pas du tout eu ça, quoi. Comment ça se passe, la suite? Parce que là, le bébé est arrivé, donc le postpartum est un peu compliqué, si je comprends bien. Ah il est compliqué au point que à 7 mois, un dimanche soir, je prends ma trousse de toilette et je dis ok les gars, je me casse.
Sans le bébé? sans le bébé. Ok, Et je pars en hôpital psychiatrique. d'accord. Parce que c'est soit ça, soit je vais finir par me foutre par la fenêtre. Parce Ok. que je n'en peux plus. Et que quand je traverse la route avec la poussette, je me dis, ok, alors là, par exemple, je traverse, je mets la poussette en sécurité, et là, si un bus me fauche, trop bien. Parce que là, je suis dans le coma au moins 1 à 2 semaines, c'est même pas ma faute. Donc, je peux me reposer, personne me jugera, et je culpabiliserai pas. J'en suis là, quoi. Ok. C'est chaud. Donc je me dis, bon là, moi j'ai perdu ma maman, c'est terrible de vivre sans sa maman, je n'ai pas du tout envie de faire ça à mon fils, mais en même temps je sens quand même l'urgence de ma détresse, qui est quand même de plus en plus palpable. Et mon conjoint, sa carte joker, c'est pas moi, c'est ton enfance. Il faut que tu ailles régler tes blessures du passé. Parce que sa mère lui a dit ça, donc ça n'a rien à voir avec lui, c'est parce que j'ai une enfance conflictuelle avec mes parents, que Alors. j'ai une grosse blessure d'abandon, voilà. En soi, qu'il y ait des choses à régler dans l'enfance, why not? Mais c'est pas les traumas qui changent les couches. Je veux dire, Oui, mais c'est parce que je suis dans cet état de désespoir que je prends les choses de cette façon. Et en fait, le problème, ce sont pas les faits, c'est ce que moi j'en fais. D'accord. C'est la façon dont je gère les choses. C'est pas ouf, dis donc, comme soutien. c'est vrai, hein. Non, c'est Voilà. Donc c'est la solitude C'est un extrême. petit goût de toxicité, là. Ouais, sa famille le soutient, l'encourage, l'influence, je dirais même, dans l'autre sens. L'influence, le soutien, l'encourage, plutôt, pour être plus... parce que c'est quelqu'un de très bien, hein, en plus. Hein. J'en doute pas. Y a pas de On est quand même sur un homme qui a fait une vasectomie pour que je laisse mon corps tranquille et que voilà. Donc il est quand même, je dirais Il pas mérite une médaille, 2.0, quoi. mais il mérite une médaille. Non mais voilà. Mais par contre, c'est vraiment la famille qui est venue poser des injonctions et se mêler de ce qui les regardait pas. Et lui, comme il est hyper influençable, il était là, ah, c'est vrai que je déchire quand même. Changer une couche, je suis quand même bien, je suis là. Des fois, je prends le bébé. C'est un gros sujet, sans rentrer dans les détails. Nous, avec ma compagne, on avait fait 20 ans qu'on est ensemble, mais on a fait une thérapie de couple à un moment, et la thérapeute, pareil, nous avait dit, en fait, il n'y a pas de problème entre vous. Enfin, ça va très bien, vous communiquez bien, c'est harmonieux et tout. Par contre, dès qu'il y a la belle-mère de chaque côté, hein, d'accord, je suis pas là, mais, dès qu'il y a des gens qui viennent interférer dans votre bulle, en fait, c'est le bordel. Et parce qu'aussi, on savait pas nous dealer à ce moment-là avec ce que ça arrivait chez nous, tu vois. Et oui, c'est gros, sauf qu'en plus, mais toi, t'es toute seule là. Donc tu décides de partir en HP, pas Harry Potter, hein, pour les gens qui nous écoutent, mais hôpital psychiatrique. Et comment ça se passe, ça? C'était vraiment du jour au lendemain? Ouais. Ok. C'est violent, très très violent. Donc déjà j'arrive, je dois dire à des inconnus qu'est-ce que je fous là. Oui, vous voulez quoi? Je fais ben voilà, en fait, je suis mère et j'ai envie de mourir, donc j'ai besoin d'aide. Ok. Alors, je me rappelle pas de tous les détails parce que je pense que j'étais dans un état qui était, ça avait grillé là-haut clairement. Oui, bien sûr. Je sais même pas comment j'ai fait pour partir de mon fils parce que c'était terrible le manque. Mais là, c'était vraiment l'urgence de voilà, faut que je me fasse aider. Donc il m'accueille, on est dimanche soir, il est 20h. Donc là, on me donne une chambre. Et l'accueil d'urgence de l'hôpital psychiatrique, faut savoir, c'est une chambre avec un lit et t'es enfermé à la clé dans la chambre. Ok. De l'extérieur. Et ça hurle toute la nuit et ça tape toute la nuit dans les autres chambres. Ok. On est chez les fous, quoi. Pardon, Ok. hein, mais c'est... Et là, je disais, mais qu'est-ce que je fous ici, quoi. C'était pas du tout comme ça que j'imaginais la maternité, quoi. Je me disais, il est loin de nous, le rêve de la maternité. Donc je pleurais et je criais dans mon coussin et j'étais là, mais ici je suis... Enfin, j'ai l'impression que c'est encore pire, quoi. Donc le lendemain matin, il y a un psychiatre qui vient me voir, un monsieur très pro, très distant, très froid, et qui me dit, moi je suis désolée, j'ai vu votre dossier, vous avez une famille, vous n'êtes pas seul, vous avez un conjoint, vous n'avez rien à faire ici, je ne peux pas vous garder, quoi. Je lui raconte ce que je vis, il me dit... Vous avez de la chance, madame. Il a changé une couche. Non, mais franchement, je te jure, on n'est pas loin de la blague quand même. C'était un truc de dingue. Il me dit, vous élevez pas votre enfant seul, vous avez quand même de l'aide. Okay. Vous avez un conjoint qui a une situation, vous avez un toit au-dessus de la tête. Mais de quoi tu te plains, quoi? On en était presque à le mec, mais de quoi tu te plains, meuf? Donc il me regardait comme ça et j'étais là, mais monsieur, en fait, je ne veux pas partir. Je vous jure que là, je pars, il va y avoir un drame, quoi. Alors il a dû se dire, je vais pas assumer ça. Bon, je vais voir. Mais au début, il voulait pas me garder. Ce monsieur, c'était qui? C'était un docteur? Ouais, un psychiatre. Ok. Pour lui, c'était pas assez grave ce que j'avais. Qu'il voulait pas me garder. Donc après, je sais plus trop. Il y a mon conjoint qui essayait de me joindre par téléphone. Ah, parce que lui, tu l'avais pas prévenu que t'allais en hôpital psychiatrique? Je sais plus.
Je crois que j'ai envoyé un SMS. Oui, après, c'est pas étonnant si tu déconnectes, en fait. Si là-haut, ça déconnecte, Ouais. t'es en mode survie, donc tu penses pas à tout ça, forcément. Donc, Je pense que déjà, j'avais un peu envie de lui faire baver le truc, là, de le responsabiliser par rapport à mon état. Il appelait à l'accueil, et moi, je voulais pas prendre le téléphone. Puis à un moment donné, j'ai pris le téléphone, et là, les mots les plus terribles qu'il aurait pu me dire. Je crois que dans le choix des options, il a choisi la pire option, c'était... déjà, je voudrais te dire que je suis très fière de toi. J'étais là, non mec, dis-moi que t'es mal, dis-moi que t'es inquiet, mais moi je veux pas de médaille en fait, je veux de l'aide. Et donc son truc c'était, je suis très fière de toi. pour D'avoir eu le courage de demander de l'aide extérieure. Alors c'est maladroit, hein, mais c'était pas du tout ce dont j'avais besoin, quoi. Ok. Je comprends la démarche de ce qu'il dit à ce moment-là, Ouais. tu vois. Mais Mais moi c'est parce que je... ouais, et puis il y a cette distance quand même. Ouais. Tu vois, il y a quand même une distance du coup vis-à-vis de toi qui est Ah ouais, mais moi en fait... que je me permets de questionner, si tu veux. C'est un peu comme les tentatives. Bah lui, en fait, il est en distance totale avec ses émotions, hein, parce qu'il a été élevé comme ça. Ok. C'est un peu notre chemin individuel et de couple. C'est que moi, je suis trop connectée à mes émotions et que lui, il a grandi dans un monde où tout va bien, rien n'est grave. Ok. Et du coup, c'est ce qui s'est convaincu. Il s'est convaincu de ça, alors que c'est pas forcément ce qu'il ressent, hein. Lui, c'est un hypersensible anesthésié, quoi, en fait, hein. Donc c'est très dur pour lui aussi, j'imagine. C'est comme quand on fait une tentative de suicide, parce que c'est à peu près ça que j'ai fait, un appel au secours, et qu'en face, ça ne répond pas, quoi. Donc j'étais là, bon ben je fais quoi en fait? Je me taille les veines et je lui envoie une photo de moi dans la chambre avec le sang partout pour qu'enfin il se réveille et qu'il me montre qu'il m'aime, qu'il me montre qu'il a envie que je reste en vie, qu'il me montre que j'ai de l'importance pour lui. Parce qu'en fait, c'était un peu ça qui était un peu remis en question aussi, quoi. J'ai l'impression de disparaître dans mon rôle d'humain, de femme, d'ami. Donc forcément, cette phrase, je suis fière, mais je t'emmerde. La médaille, tu te casses, quoi. Pour les fans du Loft, je t'emmerde avec un grand A. Et on peut même rire dans ces moments-là. Mais oui, mais il faut. Il paraît que j'ai vu ça sur un livre, il y a la thérapie par le rire, ça marche. Dédramatiser. Et du coup, alors comment ça se passe? Tu restes combien de temps? Je reste une semaine. Une semaine. Je dors beaucoup, je suis accompagnée. Je suis tellement bien accompagnée que là-bas, enfin, on va me dire mais en fait, vous êtes en dépression. D'accord. Vous êtes en postpartum. D'accord. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et vous êtes une hypersensible. Il n'y a que des trucs que je connaissais pas. Des psychiatres à ce moment-là utilisent le terme hypersensible? C'est une psychologue qui Ok. m'a dit ce terme. Elle m'a légitimisé en me disant, en fait, vous êtes en post-trauma. L'état dans lequel j'étais, donc moi, ma définition de mon état, c'était hystérique et folle. Hystérique. Hystérique, Ok. oui, hystérique. Une femme qui a trop d'émotions, c'est une hystérique, qui a juste des émotions fortes. Et donc là, on vient me dire, non, t'es en postpartum. Donc c'est normal que t'aies tes hormones comme ça. Ouais. Et aussi, t'es en post-traumatique du décès de ta mère. Ce que j'avais... ouais, c'est bon, ça fait 2 ans. Bah, c'est-à-dire que comme tu nous... Alors, C'est ce que je croyais, quoi. Je vais tu me permettre de revenir en arrière dans l'épisode. Tu nous l'as dit toi-même. Hein. Tu nous as dit, j'avais pas fini de régler. Alors, je vais paraphraser, mais j'avais pas fini de régler mon deuil, mais je me suis dit, hop, allez, je vais faire un bébé. En effet, Forcément. c'était pas réglé, tu le vois. savais. Bien sûr. Tu vois. Après, à ce moment-là, pareil, j'avais pas le diplôme de tiens, passer un deuil Mais bien tranquille. sûr, évidemment. Donc j'avais pas les étapes, je savais pas comment ça marchait. Moi, je pensais que j'allais mieux quand j'allais mieux, alors qu'en fait c'était juste une trêve ou une illusion. Bah, c'est surtout que lancer des grands projets comme voilà, ça. Mais tu sais, c'est comme, mais tu sais, on parle du deuil, mais c'est comme les gens qui recommandent encore de faire des enfants quand le couple ça va pas et tout. Tu vois, non, on règle les choses d'abord. Et une fois qu'on est bien, on fait des bébés. Ouais, non, bien sûr. Et puis après, le deuil, c'est assez piégeux. Enfin, quand même, à ta décharge, ça reste un truc qui peut être assez piégeux quand même, puisque on peut, comme tu viens de le dire, avoir l'impression que c'est réglé. Ouais. Et puis en fait, non. Et puis en fait, ça pouvait être réglé. Et puis en fait, la naissance va projeter, va réveiller des choses. C'est ça. La posture de mère va réveiller des choses, etc. Enfin, on ne sait pas comment ça va vraiment déclencher ça. C'est pour ça que ça serait intéressant dans les parcours maternels, etc. et paternels, mais là on parle surtout des mères te concernant, qui est vraiment, tu as des entretiens psychologiques prévus aussi dans le prénatal et tout, ça serait intéressant. Bon. Bref. Du coup, on te dit que tu passes une semaine, on te dit que c'est normal. Que l'état dans lequel je suis, c'est normal. C'est normal. Et que j'ai besoin d'aide et qu'il faut que mon entourage m'accompagne et prenne en considération l'état dans lequel je suis. Bien sûr que je me fasse aider, hein, parce que j'ai besoin d'aide, bien évidemment, mais j'ai besoin d'être accompagnée. Mentalement parlant, psychiquement parlant. Exactement, mais
mais que non, je suis pas folle ni hystérique. Et comment ça se passe alors, après la sortie? Donc je décide de rentrer chez moi. Je dirais pas que rien n'a changé, mais quasiment, puisque la folle est sortie d'hôpital psychiatrique. Et je suis encore plus folle puisque j'ai été séjournée en hôpital psychiatrique. Donc c'est très très chaud à la maison. Sachant qu'on vit, on a un appartement dans la villa familiale avec la sœur au-dessus avec qui ça se passe super mal, qui me juge tout le temps, qui n'a pas d'enfant mais qui sait mieux que moi comment gérer mon enfant, qui n'a pas perdu de parents mais qui sait mieux que moi comment gérer le deuil de ma mère puisque c'est le choix de ma mère si elle est morte. Et que d'ailleurs si mon fils meurt, c'est qu'il l'a choisi et ça fait partie de la vie, mais t'as pas du tout envie de te faire entendre ça quand t'es en post-trauma. Bref, voilà. Chacun vit son deuil comme il peut. C'est pas aux autres de venir te dire comment le vivre. Donc c'est très violent. Et en dessous, il y a la belle famille qui est très présente et qui, voilà. Donc on décide de déménager. On part tous les trois en se disant ça va aller mieux et on déménage dans les Landes tous les trois. Et en fait, l'hiver dans les Landes, quand t'as pas d'amis, que ton mec travaille. Que ton voisin est à 5 km. Que ton voisin est à 5 km. Ouais, que ton voisin est à 5 km et que chez la nounou, parce que j'avais décidé de mettre enfin mon enfant chez la nounou pour m'octroyer des petites matinées juste entre moi et moi, me reconnecter à Marion et laisser un peu de côté le rôle de Marion maman, être Marion. Et bien en fait chez la nounou, il y a pas d'autres enfants. Donc il y a que mon fils, je peux même pas rencontrer les mères des autres copains. Donc vraiment genre ça c'est le pire hiver, l'hiver de l'angoisse quoi. J'étais à 2 doigts de parler aux écureuils, enfin je me sentais dans une solitude. C'était horrible. C'est bien ce que font les princesses Disney. Hein. Ouais. Donc je parlais à mon chat. Okay. Mon bébé, ça va pas du tout. Donc j'ai toujours pas récupéré mes cheveux. Je fais 48 kilos pour 1m70. C'est pas joli à voir. Et mais là, quand même dans le trou noir du désespoir le plus total, je me remets à écrire. Okay. Donc c'est pas si mal. Et là j'écris donc mon 3e roman sur la gratitude et le bonheur. Putain, c'est même pas une blague en plus. C'est vrai que dit comme ça. Inspiré de ma quête personnelle. Ok. Comment le trouver le bonheur quand tu sais pas du tout où il est? C'est un écureuil. C'est un écureuil qui m'a soufflé les mots, les phrases à l'oreille. Mais j'ai écrit sur mon voyage en Inde. C'est vrai parce qu'on est là, on se marre alors qu'en fait t'es en train de non, mais on se fout de ma gueule tous les deux, mais parce que même en le disant je me dis mais la meuf comment c'est possible? C'est un sketch du bout de bout à bout en fait. Oui, mais comme quoi, je te jure c'est vrai, j'ai écrit sur le bonheur dans cet état. La vie c'est aussi inattendu tu vois et l'improbable donc ça marche. Non mais j'avais gardé mon journal de mon voyage en Inde et écoute je pense mais en fait ça a carrément du sens tu vois. Je pense que d'écrire ce livre et de me reconnecter à ce voyage en Inde qui était un des plus beaux voyages de ma vie. Donc j'ai 25 ans, je pars faire un voyage en Inde pendant un mois avec ma meilleure amie dans l'idée d'être confrontée à la misère du monde et me prendre une claque dans la figure pour me réveiller. Moi, petite occidentale arrogante, prétentieuse qui a tout et qui est malheureuse. Bref. C'est pas ta vision de toi-même. Non, mais pour généraliser, si tu veux. Et en fait, là-bas, j'ai découvert le bonheur auprès de gens qui avaient moins que rien. Donc je me dis, dans l'état où je suis, je devrais pouvoir m'y reconnecter du coup. Il est où le verre à moitié vide? Même si c'est un verre d'alcool. Non, mais du coup, désespoir. Non, j'allaite alors du coup. Non. Mais bon, bref. Donc, je reprends mes petits journaux de mon voyage en Inde et j'écris effectivement mon livre sur la gratitude et le bonheur. Et petit à petit, je commence à me reconstruire. La question que je voulais te poser avant qu'on continue dans la chronologie de ça, c'est comment t'as dealé avec la culpabilité d'aller en HP? Parce que tu disais, je sais même pas quand j'ai laissé mon bébé et tout, donc t'es parti une semaine. Est-ce que tu as ressenti de la culpabilité? Parce que pas forcément, remarque. Ah si, mais c'était horrible. En fait, mon père me le portait le matin, où j'avais les seins comme des tambours. Ah ben oui, puisque t'allaitais. J'allaitais toujours. Donc c'est bien parce qu'il m'a servi de bouclier contre les médecins et leurs médicaments. Ouais. Donc j'étais là, les gars, j'allaite. Il va falloir... Non, j'arrête pas. Donc vous me donnez rien, voire minimum. Juste du repos et vous m'accompagnez. Donc j'avais mon bébé le matin et j'avais mon bébé le soir. Et d'accueillir mon fils en HP dans ma chambre, c'était très très chaud. C'était très très chaud pour moi parce que pour moi mon bébé il incarnait la joie, la pureté. Et là où j'étais c'était l'inverse. Je me sentais sale, je me sentais monstrueuse. Je me sentais pas du tout à la hauteur d'être sa mère quoi. Et quelque part je me disais reconstruis-toi pour être justement la mère qu'il mériterait d'avoir. C'est bien d'avoir cette force-là. Après, c'est aussi peut-être le fait d'être en HP où tu peux, comme tu sais que tu peux pas faire de conneries, du coup, tu raisonnes différemment. Donc, ok. Donc, t'es dans les Landes. Tu te dis,
T'es au bout de ta vie. Tu te dis, tiens, je vais écrire un livre sur le bonheur et la gratitude. Ça va faire un running gag, ça. Et t'es avec ton bébé. Et du coup, c'est quoi la suite? Comment ça se passe? Est-ce qu'avec le papa, du coup... Alors, avec le papa, attention, nos amis nous appellent la famille Zinzin. Là, vous allez vous dire, mais c'est quoi ces barges? Donc, c'est le chaos entre nous. On fait que se friter de ouf. D'accord. Mais en fait, il y a cette espèce de fait... Est-ce que vous êtes toujours ensemble? Oui. Ok. De fait discontinu qui est qu'on s'aime. Et ça, c'est indéniable. Donc là-dedans, on décide d'acheter une maison. Dans les Landes. Mais pas là où on était. Dans un coin un peu plus vivant. Avec une population un peu plus jeune. Du coup, on était 4. Ouais. Donc, du coup, on était à Souston. Et là, on part à Saint-Vincent-de-Tyrosse. Ouais. C'est plus jeune, il y a un collège, il y a des crèches, c'est cool. Donc on achète la maison juillet, on emménage dans la maison, on l'achète en avril parce qu'en fait on est en location, on doit partir en juin. Bon voilà, on a un peu le sablier qui nous prend comme ça là aux fesses, qui nous pousse, et on décide d'acheter une maison parce qu'en se disant au pire une maison ça se revend quoi. Mais là de toute façon on n'a pas de logement et on veut rester dans les Landes. Donc on achète une maison, crédit 25 ans. Mon père était là, mais vous étiez plus ensemble il y a 3 minutes, c'est quoi le plan? Vous faites que vous friter. Je fais c'est bon, t'inquiète. Donc on prend la maison et en juillet on se sépare. Donc j'emménage quasiment seule dans la maison. Okay. Mais il y a quand même cette espèce de reconstruction déjà qui est enclenchée entre moi et moi. L'été se passe. Lui, il a une maison de famille dans les Landes, donc on est un peu en pointillé, on est ensemble, mais on n'est pas vraiment ensemble, on est ensemble, mais on vit pas ensemble, comme ça apaise un peu les tensions et tout ça. C'est un peu plus le calme à la maison pour accompagner notre fils. Et finalement, ce sera février 2020, juste avant le confinement, qu'on se sépare vraiment. Voilà, donc on achète la maison en juillet 2019. À 3 ans. Il vient de fêter 2 ans. 2 ans, ok. Et là, vous séparez. On se sépare et pour moi c'est compliqué parce qu'en fait je viens de terminer mon allaitement. D'accord. Et avant du coup j'ai été mon fils donc. Nouveau deuil. C'était pas vraiment le deuil parce que ça s'est fait vraiment naturellement. Okay. 27 mois j'ai bien profité. Je pensais que lui aussi il a bien profité, mais je pensais que vraiment que à ce moment-là ça s'est fait de façon hyper harmonieuse, douce. Et mon enfant était prêt, tous les deux on était prêts. Mais si tu veux, ça veut dire que du coup, le père de mon fils peut partir avec mon fils. Ce qui n'était pas le cas avant, puisque j'allaitais. Parce que tu gardais l'allaitement, ok. Donc c'est là que ça devient compliqué. Pourquoi du coup? Parce que lui, il veut partir avec? Au moins... Parce que s'il part avec, il faut changer les couches tous les jours du coup. Oui, mais ça va, désormais, on a... Tu l'as pas dit ça? Oui, il avait donc, non, mais en partant à Souston, et quand on a déménagé tous les 3, on s'est retrouvés et il s'est plus impliqué dans son rôle de père. Puis l'enfant, il y avait beaucoup plus d'interactions et tout ça. Et, c'est important de le dire aussi. Quoi. Oui, bien sûr. Faut pas qu'on oublie sa médaille. Non. Et puis Et puis après, lui, quand il a compris des choses aussi de son côté, parce qu'on voyait une conseillère conjugale. Enfin voilà, on faisait de la thérapie de couple avant le bébé parce que j'avais perdu ma mère et que c'était compliqué pour notre couple aussi parce que j'étais en deuil. Puis on a continué à la voir après. Et lui, il a compris des choses aussi. Puis des copains sont devenus papas. Donc voilà, on avait beaucoup de bienveillance au niveau des amis, beaucoup moins au niveau de la famille. Mais voilà, il a pu s'épanouir aussi dans son rôle et prendre sa place en tant que père. C'est important de le mettre à jour. Oui, non, mais bien sûr, surtout qu'en plus, je me rappelle, il y avait un médecin qui me reçoit avec mon fils et qui me dit « Quoi, vous allaitez encore ? Non mais là, c'est dégueulasse, vous excluez le père de son rôle de père. » J'étais là, non, mon gars, viens chez moi, ils sont hyper complices les deux, il n'y a pas de... arrête de faire oui, mais ça, c'est un transfert de ta propre histoire sur la mienne, quoi. Ouais, puis c'est surtout, c'est les restes psychanalytiques aussi qu'il y a dans la médecine et tout. Bref, donc du coup, non, ça se passe bien tous les 3, et puis, après, on se sépare quand même, mais le père et le fils, justement, du fait de la séparation, ont la place pour créer, par la force des choses, une relation où c'est lui qui doit tout faire comme si j'étais pas là, quoi, puisque je ne suis pas là. Et ça nous a beaucoup servi dans notre couple de parents, en fait. Okay. La séparation. Donc moi, je peux me reposer. Bon, au début, c'est très difficile, hein, bien sûr, mais après, on part sur... c'est la rentrée des classes, il rentre en maternelle. Donc voilà, moi, j'ai un peu plus de temps pour moi. Et on part sur une semaine. Garde alternée, du coup. Garde alternée. Okay. Et là, effectivement, lui, il construit une relation père-fils qu'il n'aurait jamais pu construire... je reprends ces mots, si on était restés ensemble.
parce que il me disait mais pourquoi le faire alors que t'étais là pour le faire. C'est un vrai sujet. Moi, j'ai toujours cette citation dont j'ai toujours retrouvé l'autrice qui est interviewée dans un podcast, il me semble, et qui disait en me séparant, j'ai perdu un mari, mais mes enfants ont gagné un père. Ouais. Parce qu'en effet, et c'est malheureusement, ça pour plein de raisons sociologiques, etc., ça se vérifie à plein d'endroits que, en effet, et c'est pas une question de la mère veut pas lâcher, attention, c'est pas du tout le propos que je vais tenir, hein, mais c'est juste que, en effet, il y a ce truc de, en fait, tu le fais, et les femmes le font, pourquoi ? Parce que la société leur dit aussi de le faire, et que c'est leur rôle, etc., et que c'est leur rôle qu'à elles. En fait, tu fais, pourquoi j'essaierais de faire ou de proposer différemment, et puis surtout si ça devient source de conflit aussi, potentiellement. Il y a d'une part la facilité, d'autre part la facilité. Et l'évidence. Voilà. Non, mais c'est vrai que ça joue énormément. Ouais. Et c'est pas pour rien non plus qu'on voit plein de darons se réveiller aussi sur leurs droits et leurs devoirs de père. Mais tout à coup se mettre à réclamer leurs droits, parce qu'en fait, maintenant qu'ils doivent assumer les vrais devoirs de la parentalité, ils se disent pourquoi est-ce que j'ai pas les droits qui vont avec. Ouais. Enfin, voilà, tout ça, c'est intéressant d'analyser ça, parce qu'on entend beaucoup de choses aussi sur la séparation, avec des pères qui disent oui, mais on n'a pas assez de droits, ceci, cela. Oui, mais en fait, le truc, c'est que les décisions sont prises en analysant ce qu'il y avait avant, quand c'est pas à l'amiable, hein, comme vous. Ouais. Tu vois. Et en fait, quand t'as rien foutu avant, le juge, il dit t'as pas la compétence pour, tu vois. Donc, du coup, lui, ça se passe bien. Lui, ça se passe bien. Moi, ça me permet aussi de me reconstruire. En 2020, je monte ma maison d'édition, donc Chafouine. Je récupère mes droits de mes 3 premiers romans. Et à travers ce rôle-là, je reprends confiance en moi aussi, puisque 1 semaine sur 2, je suis seule pour moi. Et lui, ça lui est bénéfique aussi parce qu'il se rend compte que finalement, c'était pas de tout repos que d'être une mère en tant que père. Et donc, il s'épanouit dans son rôle, mais il prend aussi conscience que c'est pas facile, quoi. C'était pas facile. Donc ça, c'est chouette. Et donc, 2 ans après, on se remet ensemble. Ok. Tous les 3. On réunit la famille. Et au début, la première année, on continue de pas vivre ensemble. Parce que c'était cool. Bah oui, bien sûr. D'être seul pendant 1 semaine. Oui, et puis oui, c'était cool d'être seul pendant 1 semaine. Et puis tu gères ton linge à toi. Chez moi, c'est plus rangé. Enfin, voilà, les objets sont pas déplacés. Je sais où les retrouver. J'ai pas des trucs qui sont là parce qu'on sait pas où ça va. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai qu'on prend goût à ça, aussi bien lui que moi, mais par la force des choses et naturellement, on passe de plus en plus de moments ensemble. On est en week-end on est tous les week-ends en famille, puis on part en vacances ensemble et tout ça. Donc on se remet vraiment ensemble. Et toi, t'écris pendant ce temps aussi. Et moi, j'écris beaucoup. Ouais. J'écris beaucoup et ça me fait beaucoup de bien. Je m'épanouis dans mon travail. Je redeviens autre chose que la maman de mon fils. J'ai une vie sociale. Voilà. Ça se réharmonise, hein, tout simplement parce que cette séparation nous a été hyper bénéfique. Et là, du coup, après, vous dites, tiens, on va réhabiter ensemble. Et puis, du coup, on se resépare. Vas-y, un truc là. Ouais, c'est ça, Dallas. Okay. Mais c'est ça. J'ai honte. Non, mais j'ai pas honte, mais tu te dis, putain, c'est quoi ces barges? Non, mais il y a des gens, ils se font chier dans leur vie, et puis il y a nous. Donc, effectivement, on réaménage ensemble, puisqu'on met notre maison, tu sais, la maison qu'on avait achetée ensemble. Oui. On la met en travaux, puisque c'était un peu le projet de la refaire. Donc, je quitte la maison pour le rejoindre dans son appartement pendant les travaux de la maison. Et finalement, je repars emménager dans la maison seule. Seule? Ouais. Ok. Donc là, maintenant, t'habites dans ta maison seule. Mais t'es avec ton mec. Oui. Et, qui est dans l'appart. Et qui est dans l'appart, qui est bien, mais du coup, et le garçon. Oui, et notre fils. Continue de faire 1 semaine chez l'un, chez l'autre. Ouais, quasiment. Et les vacances en famille, les week-ends en famille. Et là, vous êtes ensemble. Ouais. On a trouvé qu'en fait, cette configuration-là, c'était ce qui nous épanouissait le plus. Tant mieux. On a réessayé de revivre ensemble, mais les travers, en fait, ils reviennent au galop, ou alors peut-être qu'on n'a pas été au bout de ce qu'on avait à traiter chacun de son côté, mais la belle famille est toujours là. Moi, je les prends avec beaucoup de distance et d'amusement désormais, mais ça n'empêche pas que ça a quand même une influence sur notre relation. Donc, on a construit cette version-là de notre couple. Mais c'est très bien. Ouais. C'est très bien, tant que vous vous y retrouvez. Et puis en plus, l'avantage que vous avez, c'est que est-ce que vous avez déjà vécu? Si ça doit réévoluer, vous n'aurez pas peur que ça réévolue. Tu vois, non, si on doit se reséparer. Non, mais en vrai, on a des couples autour de nous d'amis. Ça serait peut-être s'il y avait une tierce personne qui se mettait dans l'équation, que ça serait rigolo à observer. C'est déjà le cas. Okay. Non, je veux dire, on a déjà. Non, mais parce que quand on n'était plus ensemble, forcément, on a rencontré d'autres personnes. Ouais. Mais en fait, vraiment. Ce qui nous tient, c'est que
on s'aime, vraiment. Mais on peut pas vivre ensemble, pour l'instant. Si c'est votre façon de... Et si c'est notre votre fils, équilibre, c'est très là-dedans, bien. on voit un enfant qui est heureux et qui garde que le meilleur. Il n'y a plus de disputes à la maison, il n'y a plus les parents qui se frictionnent ou qui sont vénères l'un contre l'autre, il n'y a plus de cris, il n'y a plus de bagarres. Lui, quand il est avec son père, il a son père que pour lui. Quand il est avec sa mère, il a sa mère que pour lui. Et après, il a ses 2 parents ensemble et il est super heureux. Et il aime bien aussi quand on a des moments lui et moi, ou chaque été, moi je travaille, je fais des marchés, il part 15 jours en camping-car avec son père, mais il a pas envie que je vienne, quoi. Non, c'est que avec papa. Moi je suis là, ok les gars, amusez-vous bien. Moi je vais vendre des bouquins. Et moi j'ai les vacances d'octobre, enfin tu vois, ça s'harmonie, ça rentre dans aucune case, on s'est créé un peu notre idéal de famille et de couple, sachant que la première fois, bien sûr, on a été énormément critiqués. Oui, mais vous n'êtes pas ensemble vu que vous vivez pas ensemble. Oui, mais ça va durer combien de temps? Ah, ben vous verrez, hein. Vous verrez quand vous vous réaménagerez ensemble, s'il faut, ça va péter, hein. Est-ce que c'est s'il faut ou est-ce que c'est ce que tu nous souhaites? Parce que c'est bizarre quand même comme commentaire. Et puis pourquoi est-ce que vous réaménageriez ensemble? Voilà, non, mais c'est ça en fait. C'est la société, elle nous enferme dans des comportements qui des fois ne nous correspondent pas. On va droit dans le mur, on va à l'échec, tout le monde est malheureux, alors que peut-être il y a une recette différente. Et d'ailleurs, nous, on a trouvé la nôtre et ça fonctionne, quoi. Du coup, ça fait beaucoup de résilience, hein, quand même. Ça permet quand même de développer énormément de résilience, quoi. Parce que c'est extrêmement en dehors des sentiers battus. Ça doit aussi péter quand même quelques croyances que tu devais avoir, qu'il devait avoir et tout. Donc, faut reconstruire ça, non? C'est beaucoup de résilience. C'est peut-être pour ça qu'on en retrouve autant dans tes livres. De toute façon, c'est sûr que ma vie perso influence mes écrits, hein. Ok, bon, on a déjà beaucoup discuté, Marion. J'invite les gens à lire tes livres. Merci. Du coup, j'ai une dernière question qui me vient pour finir. C'est, imaginons que ta mère soit là, qu'elle ait observé ta vie, tes choix de vie, cet équilibre si spécifique qui vous caractérise. Qu'est-ce que tu penses qu'elle te dirait sur tout ça? Alors déjà, elle est là. Ok. Elle observe tout. Elle m'envoie des signes très régulièrement. Okay. Des fois, lors de mes stages de libération par l'écriture, elle vient même prendre la plume pour venir me parler. C'est arrivé lors d'un stage en juin. Elle s'est carrément pointée au stage et il y avait une médium et elle a demandé à la médium d'écrire une lettre pour moi. Donc, je sais ce qu'elle me dirait puisqu'elle me l'a dit. Elle est très fière et elle est très épanouie pour moi. Très heureuse de voir mon épanouissement et elle est comblée là où elle est. Et en fait, tu vois, là, il y a un truc qui me vient qui est violent à dire, qui est difficile et douloureux, mais son décès a été une de mes plus douloureuses, mais plus merveilleuses expériences de vie. Ouais. Merci. Merci. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.